Bonjour tout le monde, ici Sébastien ou Godefroy pour ceux qui me connaissent sous ce nom-là, qui vous propose de survoler les changements qui sont apportés au système des chroniques d'Aqueras pour l'année 2014. Euh, Comme vous vous apprêtez à le voir, l'ampleur des changements est importante, ce qui implique qu'il va bel et bien y avoir ce qu'on appelle un rebuild, une reconstruction de personnages. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le nombre d'XP que votre personnage avait et les redistribuer euh, dès le début de la nouvelle année. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nécessairement changer de personnage, mais vous pouvez placer vos points d'expérience à des endroits où vous ne l'aviez pas fait avant, tant que vous gardez l'essence de votre personnage. Les modalités exactes là, du rebuild vous seront précisées en temps et lieu. On ne s'est pas encore penché en détail sur la question, ça viendra. Mais bref, vous allez avoir droit à un rebuild, donc partez pas en peur si certaines capacités que vous aimiez là, sont par exemple nerfées, vous allez avoir le droit de reconstruire vos personnages, dans tous les cas. Je vais survoler les changements majeurs. Dans un premier temps, le nombre maximal de vie passe à 3 au lieu de 5. Ce changement-là a été fait tout simplement parce que lorsque un ancien personnage qui avait un bon réseau social qui peuvent lui venir en aide, puis qui avait un perso de plus en plus puissant, ça devenait pratiquement impossible de s'en débarrasser, supposons qu'il y avait un conflit là, qui durait entre deux personnages. Et ceux qui étaient plutôt pénalisés par ça, les joueurs qui avaient tendance à perdre des vies, c'est les nouveaux joueurs qui ont des persos un peu moins puissants et surtout qui n'ont pas de réseau qui peuvent les aider en cas de besoin s'ils tombent dans le coma ou etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le nombre de vies devient de 3, de sorte que ce soit théoriquement possible là, de venir à bout de tuer un personnage pour de bon. Euh, et pour favoriser les nouveaux qui, justement, comme on a dit, sont moins puissants et n'ont pas un réseau là, qui peuvent les aider, les nouveaux vont avoir droit à 2 vies tampons lors de leur première partie. Autre chose qu'on fait pour augmenter les risques de mourir, c'est l'implantation d'un système d'achèvement. Et par un système d'achèvement, on ne veut pas dire le fait de pouvoir enlever l'ensemble des vies d'une personne, ça tu peux pas. Le système d'achèvement, c'est tout simplement un système qui permet, lorsqu'une personne est à vos pieds dans le coma, de la faire tomber morte si vous investissez 30 secondes de temps passé à l'achever. Ça s'est vu dans le passé que, supposons, un joueur en tue un autre, puis bon, il voulait s'assurer que cette personne-là reste morte. Donc, il passait 15 minutes à côté d'elle en faisant semblant de lui couper la tête. 15 minutes pour couper une tête, ça n'a vraiment aucun rapport, c'est pas du tout réaliste. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, si vous avez un joueur dans le coma à vos pieds, vous pouvez passer 30 secondes de concentration dans lequel vous faites semblant de l'achever en lui coupant la tête, la brûlant, peu importe. Et au bout de ces 30 secondes-là, si la personne dans le coma devient automatiquement morte. Donc ça va être plus facile et surtout plus réaliste de se débarrasser de quelqu'un. Également, ça va être possible de se débarrasser d'un corps. C'est-à-dire que si vous voulez carrément le faire disparaître un cadavre d'une personne morte, vous pouvez passer non pas 30 secondes, mais 30 minutes de concentration dans lequel vous faites semblant vraiment de vous débarrasser du corps, que ce soit en l'incinérant, en le découpant en petits cubes, en allant jeter son corps dans la rivière, peu importe. Mais bref, au bout de ces 30 minutes-là de concentration, le corps disparaît carrément et le personnage doit immédiatement aller perdre une vie à la cabane d'animation et ne peut pas être retrouvé d'aucune façon. Okay? Ça se fait évidemment sur les personnages non-joueurs aussi. Donc voilà pour ce qui est des systèmes de vie, de coma, d'achèvement, etc. Ensuite, en ce qui concerne le système de capacité, il y a quand même des changements importants, tout particulièrement dans la sphère magique, là, soit arcanique ou cléricale, mais on y reviendra. Pour l'instant, au niveau des capacités non magiques, quels sont les changements les plus importants? Désarmement devient une capacité martiale au lieu d'une capacité sournoise. Et en échange, maintien devient une capacité sournoise plutôt qu'une capacité martiale. En fait, ce qui arrivait, c'est qu'avant, tu avais maintien et coup-assommant qui étaient dans la même voie, soit la voie martiale, et ces deux capacités qui faisaient sensiblement la même chose, c'est-à-dire que si l'adversaire ne réussit pas une sauvegarde vigueur, ben vous le mettez d'état de nuire, soit en l'assommant, soit en le maintenant. C'était pratiquement deux capacités identiques et c'est extrêmement redondant qu'ils se retrouvent dans la même voie. Pour éviter ça, on a envoyé maintien dans la capacité sournoise, puisque le fait d'attacher des gens, de pouvoir prendre des otages, ça fit quand même avec le concept d'un personnage sournois. Et Kuasama reste dans les capacités martiales. Et justement, sa chance-là, désarmement, qui est à la limite davantage une capacité dueliste qu'une capacité, par exemple, de voleur de guilde, etc.,
rentre dans les capacités partielles dans la voie martiale. À noter que ce sera maintenant possible de désarmer des boucliers avec la connaissance nécessaire à Sainte Sélection, la connaissance avancée. Concernant le système de magie, là, il y a des refontes extrêmement importantes. Et je vais vous expliquer grosso modo les raisons qui sont sous-jacentes à ces changements-là. Ce qui arrivait avant, c'est qu'il n'y avait pratiquement pas de mages ou de prêtres sur le terrain. Il n'y en avait pratiquement pas. Et ceux qui étaient mages ou prêtres, généralement, c'était des personnages qui avaient énormément de points d'expérience. Et c'était pas un hasard. C'est-à-dire que le système de magie, de la façon dont il était fait, c'était pratiquement pas viable de se monter un mage ou un prêtre à 200 points d'expérience. Il fallait monter une sphère à 5 pour avoir des sorts, donc 75 XP de passé. Il fallait investir dans une façon de regagner son énergie magique, donc méditation 5, un autre 75 XP. Il fallait monter son spiritisme pour avoir une base de points de magie, quelques PX, mettons 50. Il fallait monter sa force magique ensuite, donc un autre 75 XP. Si vous faites le calcul, on vient déjà de buster le 200 pas mal. Okay? Or, c'était pas viable de se faire un mage ou un prêtre à 200 points d'expérience, ça marchait juste pas. Okay? Il n'y avait juste pas assez de points d'expérience. En revanche, lorsque les mages, donc il y avait quelque chose comme un minimum d'à peu près 300 points d'expérience pour faire un mage ou un prêtre qui avait de l'allure. Le problème, c'est quand ces mages et ces prêtres-là arrivaient à 400-450 points d'expérience, ça devenait des espèces de machines à tuer qui pouvaient décimer des groupes là, en un seul mot. Okay? Donc ça devenait là, carrément trop fort. En ayant accès à une force magique super importante, des sorts niveau 4 ou 5 que tu peux faire au mot de pouvoir, puis une réserve de PM pratiquement illimitée via le transfert d'énergie ou les sphères d'énergie, ça devenait vraiment abusif les mages à 400-450 XP. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On s'est dit comment pourrait-on améliorer la force, rendre les mages plus viables ou les prêtres plus viables à 200 XP, tout en les rendant moins abusifs à 400-450 XP. Ben, ce qu'on a fait, grosso modo, c'est qu'on s'est dit, fondamentalement, transfert d'énergie et sphère d'énergie, c'est des mécaniques qui sont brisées, puisqu'elles te permettent de dépasser ta base de PM de façon extrêmement importante. C'est-à-dire que prenons un personnage qui a des ressources illimitées, puis qui, on va dire, commande 10 sphères d'énergie à quelqu'un, un autre magicien qui veut bien lui faire. Ben, mettons qu'on dit 10 sphères d'énergie à 15 PM, ce gars-là se ramasse avec 250 PM qu'il peut utiliser là, dans le temps de le dire, par exemple avec des sorts au mot de pouvoir ou etc. Okay? Puis le fait que théoriquement quelqu'un puisse utiliser 250 PM dans un même combat, le système n'est pas fait pour être balancé par rapport à ça. Donc, transfert d'énergie et sphère d'énergie sont retirés du système pour éviter que les gens puissent dépasser leur base de PM telle que dictée par leur score de spiritisme. En revanche, qu'est-ce qu'on fait? On fait que la méditation coûte pratiquement rien. C'est-à-dire qu'avant, pour regagner ses PM, il fallait pratiquement méditation 5 puis transfert d'énergie ou quelque chose comme ça. Maintenant, méditation devient une connaissance à 10 XP, qui est également une connaissance avancée. Donc, pour 10 XP, vous pouvez regagner en 10 minutes de méditation 10 points de magie. Et si vous prenez la connaissance avancée, vous regagnez 20 PM en 10 minutes. Donc, ça prend pratiquement pas de temps regagner l'ensemble de ces PM. De sorte que le mage est plus fluide. Il fait un combat, il a utilisé ses points de magie, il va dans un lieu calme, il médite 10 minutes et il est prêt au combat. Ensuite, les sphères de magie, autant cléricales qu'arcaniques, vont être spécifiées. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que certaines sphères faisaient tout et rien à la fois, et d'autres faisaient rien. Okay? Des sphères comme enchantement, ça donnait des sphères d'énergie, ça enchantait les armes, ça faisait des contrôles mentaux, ça permettait de léviter, ça faisait pratiquement tout. Okay? Tandis que des sphères comme évocation, la seule chose que ça faisait, c'était de faire des dégâts bruts dans le visage des autres. Or, on a essayé justement pour les sphères qui étaient trop versatiles de les rendre plus spécifiées. Donc par exemple, enchantement maintenant est beaucoup moins versatile qu'il l'était. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus centré sur les contrôles mentaux et l'aspect de l'amélioration de soi via les sorts de lévitation d'enchantement d'armes, ça a été envoyé dans Abjuration parce que techniquement, selon le concept de notre système, c'est Abjuration qui est responsable de s'auto-buffer. Donc ça a été fait un peu dans l'ensemble des sphères. Donc toutes les sphères trop versatiles ont été plus spécifiées et toutes les sphères qui faisaient pratiquement rien ont été améliorées. Par exemple, évocation, ils ont quand même leur excellent sort de dégâts, mais en plus de ça, ils ont accès par exemple à des bris d'enchantement qu'ils n'avaient pas avant. Qui étaient dans enchantement justement, je crois. Donc voilà.
Et pour les prêtres, le même principe a été fait, mais il y a une autre réorganisation importante qui est la sphère de miracle n'existe plus. La sphère miracle, c'est l'espèce de sphère étrange qui avait une drôle de clause qui faisait que tu pouvais juste les appliquer sur les gens de ton panthéon, mais dans laquelle il y avait quand même des sorts offensifs qui techniquement se fiaient à 100% aux règles, ne devraient marcher que contre les gens de ton panthéon. Bref, ça faisait pas beaucoup de sens. La sphère de miracle est maintenant fusionnée avec la sphère de bénédiction, qui grosso modo couvre la sphère qui guérit, libère les gens des effets négatifs et les ramène à la vie. Okay? Donc les sorts de deuxième souffle et de rappel à la vie sont envoyés dans bénédiction. La sphère de miracle est retirée, okay, tout simplement, et on crée la sphère d'inquisition, qui est une sphère de prêtre qui est beaucoup plus offensive, okay? Ce qui était lacunaire jusqu'à présent, à part par les quelques sorts élémentaux des druides. Okay? La nouvelle sphère d'inquisition, c'est une sphère qui a deux axes. La première, ça permet de faire des sorts de détection pour détecter le mal, les hérétiques, peu importe, et qui a des sorts offensifs pour punir justement les créatures mauvaises ou les hérétiques en question. Donc, pour ceux qui veulent faire des prêtres avec un peu plus de torque, Inquisition va être la sphère pour vous. Et dernier changement majeur, qui est probablement le changement le plus important que l'on apporte au système, il y aura maintenant des connaissances à cette sélection d'une capacité. Avant, il y avait les connaissances à 5 et les connaissances à 10, c'est-à-dire qu'il y avait les connaissances avancées et les connaissances de maître. Maintenant, on ajoute un pan qui sont les connaissances qui deviennent accessibles à cette sélection d'une capacité. Okay? Donc, ça devient les connaissances avancées à 5, les connaissances de maître à 7 et les connaissances légendaires à 10. Ce changement-là a été apporté puisque beaucoup de gens disaient que ça ne valait pas la peine de monter une capacité au-delà de 5 sélections. La rendre à 10, c'était tout simplement irréaliste. Puis au-delà de 5, c'était juste un gaspillage de points d'expérience. Donc maintenant, on ajoute les connaissances à cette sélection. Qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique que grosso modo, ça vous donne une motivation de monter vos capacités au-delà de 5 pour bénéficier de la connaissance à 7. Puis ça fait qu'une fois que vous êtes à 7, bien, ça devient réaliste de se dire est-ce que j'économise pour me rendre à la connaissance à 10? Tandis que quand tu étais à 5 avant, l'option de te rendre à 10 était tout simplement pas viable, ou du moins paraissait pas viable parce que ça vous demandait 2 ans d'économie de points d'expérience pour vous y rendre. Tandis que si vous avez déjà une connaissance à 7 puis vous avez un peu de points d'expérience en banque, bien, le fait d'en accumuler davantage pour se rendre à 10 devient une option intéressante. Donc on veut justement rendre viable le fait d'avoir des capacités à plus que 5 sélections. Donc, on vous recommande fortement de lire ces connaissances-là et de voir comment ça peut orienter votre rebuild, votre reconstruction, votre redistribution de points d'expérience. C'est un changement qui est important et qui devrait amener beaucoup de possibilités au système qu'il n'y avait pas avant. Au niveau des changements mineurs qui valent la peine d'être mentionnés, parce qu'évidemment, là, je couvre vraiment pas tout dans le cadre de ce cours vidéo-là. Je couvre peut-être la moitié des changements qui ont été apportés. Il y a plein de changements précis, subtils qui ont été apportés et que vous verrez en lisant le manuel. Le choc post-traumatique est mis à jour et clarifié. C'est-à-dire qu'avant, le choc post-traumatique, qu'est-ce que ça disait? Ça disait que quand tu te faisais ramener à la vie, tu étais à 1 point de vie et tu ne pouvais pas te faire guérir pour les prochaines 15 minutes. C'est-à-dire que même si tu as une équipe de 30 médecins qui viennent de te ramener à la vie et qui sont tout à fait disposés à te soigner, tant que 15 minutes ne se sont pas écoulées, il n'y a aucune façon de te faire guérir. C'était pas tout à fait réaliste. Ça pouvait créer des situations déplaisantes où tu te fais ramener à la vie, il y a genre 30 médecins qui attendent juste de te soigner, mais après 13 minutes 50, il y a un sort de zone qui fait 4 points de dégâts, puis tu retombes dans le coma. Bref, c'est chiant. L'autre aspect aussi, c'est qu'il n'y a rien qui t'empêchait de, à 1 point de vie, prendre ton épée et ton bouclier et d'aller faire des moulinets sur le champ de bataille. Okay? Il n'y a rien qui disait que tu devais feindre d'être fatigué. Okay? Même si tu étais en choc post-traumatique, tu pouvais commencer à lancer des sorts sur les jambes, etc. Okay? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bien, choc post-traumatique maintenant te permet de te guérir. C'est-à-dire que lorsque tu reviens à la vie, tu es en choc post-traumatique pour 15 minutes. Mais tu peux te faire guérir autant que tu veux durant ce choc post-traumatique-là. Ce que tu ne peux pas faire, c'est des actions offensives, utiliser des capacités, des connaissances. Bref, tu ne peux pas faire grand-chose sauf te défendre puis bloquer des coups. Même en défendant, tu ne peux pas attaquer, tu ne peux pas courir. Bref, tu es extrêmement fatigué, tu es en choc post-traumatique. Mais il n'y a rien qui t'empêche de te faire guérir à fond par les médecins qui sont autour de toi. Autre changement mineur, bon, quelques capacités raciales ont été modifiées, vous irez les lire, mais bref, rien de majeur là-dedans.
Au niveau des changements mineurs concernant les capacités, concentration accrue a été modifiée, voire améliorée, c'est-à-dire qu'avant, tu pouvais subir un nombre de dégâts qui était lié à ton nombre de sélections de concentration accrue, et les connaissances à 5 et à 10 te permettaient de marcher et après de courir en incantant. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Bref, chaque sélection de concentration accrue te permet de faire un nombre de pas durant une incantation de sort que tu fais, et la connaissance à 5 te rend tout simplement capable de continuer à incanter quand tu subis des dégâts, peu importe la quantité de dégâts que tu subis. Ensuite, résistance magique est grandement améliorée. C'est-à-dire que maintenant, on peut réduire les dégâts subis par un sort de 2 par sélection plutôt que de 1 par sélection. Puis les connaissances à 5, 7 et à 10, allez les lire, sont assez excellentes et valent la peine de se faire un personnage qui investit dans la résistance magique. Ensuite, coup divin coûte un petit peu plus cher à activer, mais dure plus longtemps, de sorte que tu ne te ramasses pas à l'activer 3-4 fois par combat et à être motivé à faire des coups mitraillettes pour profiter au maximum de ton coup divin. Okay? Donc maintenant, ça coûte plus cher en PM, mais ça devrait durer pas mal tout le combat. Changement mineur. Au niveau des connaissances, qu'est-ce qu'on a? On a fait le ménage dans les synergies, c'est-à-dire qu'il y avait un paquet de synergies qui n'étaient pas sélectionnées parce qu'elles étaient trop mauvaises. La plupart d'entre elles ont été tout simplement retirées. Les synergies les plus populaires ont été conservées. Plusieurs ont été envoyées en termes de connaissances à 7, particulièrement ce qui était relié à la magie, comme la synergie vaudou. Et finalement, il y a également possibilité de désarmer les boucliers, comme j'ai dit tantôt, avec les capacités de désarmement, puis la connaissance avancée qui lui est associée. Certains nous disaient que les boucliers étaient un peu la défense ultime, qu'il n'y avait aucune réponse à un bouclier. Ben maintenant, il y en a un petit peu plus. Premièrement, parce que c'est possible de désarmer les boucliers avec des armements, mais également parce qu'en augmentant la viabilité des mages, on rend plus viable une faiblesse typiquement associée au fait de tenir un gros bouclier, c'est-à-dire que ça ne bloque pas les sorts. Et dernier changement mineur que je vais aborder, le système d'alignement a été amélioré. C'est-à-dire que bon, notre système d'alignement est avant tout basé là, sur les alignements de Donjons et Dragons traditionnels, c'est-à-dire loyal, neutre, chaotique et bon, neutre, mauvais. Faites combinaison entre ces deux axes-là, puis vous avez votre alignement final. Pour couvrir une étendue plus importante de personnages puis de personnalités, on a ajouté les penchants extrêmes de ces alignements-là. C'est-à-dire que oui, vous pouvez choisir un alignement bon, mais vous pouvez choisir un alignement bon extrême. Vous pouvez choisir un alignement loyal, mais également un alignement loyal extrême. Même chose pour chaotique, chaotique extrême et mauvais, mauvais extrême. Okay? Ce qui vous permet de mieux caractériser votre personnage ou du moins de mieux le nuancer. Vous pouvez vous dire, est-ce que mon personnage est loyal ou il est vraiment à l'extrême de ce continuum-là, c'est-à-dire qu'il est fanatique. Okay? Par exemple, maintenant, l'alignement fanatique, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que oui, vous respectez la société, vous êtes honorable, vous respectez les lois, etc. Mais vous avez également le penchant fanatique de ça, qui est vous les respectez coûte que coûte, peu importe que cette autorité-là soit bienveillante ou malveillante, l'honneur est votre vie, vous ne mentez jamais, etc. Donc ça vous permettrait par exemple de faire une espèce de paladin fanatique misguided avec ce genre d'alignement-là. Même principe pour les alignements mauvais, par exemple. Vous avez le mauvais égoïste, qui est le mauvais typique, et le mauvais extrême, là, qui est le mauvais sadique. C'est-à-dire que, bon, le mauvais égoïste va, par exemple, pourrait manipuler, tuer, blesser pour en tirer des gains personnels. Par exemple, voler, blesser des autres pour obtenir leurs biens, leur argent, etc. Mais il y a aussi l'extrême qui est le sadique, qui va, par exemple, blesser, tuer les autres pour le simple plaisir que ça lui apporte. Donc ça, c'est le penchant extrême là, de mauvais. Donc, on l'a fait pour bon, mauvais et loyal, chaotique. On a ajouté des extrêmes qui vous permettent de mieux caractériser vos personnages. Maintenant, dernière chose qu'on va regarder ensemble, c'est les changements auxquels vous n'avez pas encore accès. Vous avez accès à une version préliminaire du manuel le temps qu'on finalise les dernières sections, soit les bases de la magie, les sortilèges, l'alchimie et l'équipement. Ces sections-là vous seront transmises d'ici environ une semaine, mais je vais quand même survoler avec vous les changements importants là, qui ont été faits dans ces sections-là. Le changement le plus important qu'on a fait au système, c'est la refonte de l'alchimie. C'est une refonte complète de l'alchimie qui nous a convaincus hors de tout doute que ça prenait une reconstruction, un rebuild. L'alchimie avant était une classe, c'est-à-dire que ça coûtait tellement cher en points d'expérience et en temps que ton personnage faisait pas mal juste ça. Okay? Avoir un bon alchimiste, là, ça te coûtait un bon 250-300 XP, juste faire ça. Okay?
Puis ben, ça rendait la chose assez douloureuse quand tu te faisais tuer puis voler toutes tes potions parce que tu te ramassais à repartir à zéro vu que ton personnage, de toute façon, il pouvait rien faire d'autre que faire de l'alchimie vu que tu avais mis pas mal toutes tes XP là-dedans. L'autre problème, c'est que l'alchimie était vachement trop forte. C'est-à-dire que il n'y avait rien de meilleur que, par exemple, les pyrophores pour tuer quelqu'un. Il n'y avait absolument rien de meilleur. Okay? Et le problème avec ça, c'est que vous aviez 400 XP d'efficacité, par exemple, dans la production de pyrophores, que vous pouviez donner à un autre personnage que 400 points d'expérience dans autre chose. Par exemple, être une machine de combat ou d'avoir plein de capacités sournoises comme camouflage, attaque sournoise, peu importe. Okay? Le problème, c'est que Alchimiste était la seule classe qui pouvait transférer ses 400 XP ou ses 300 XP d'efficacité à un autre personnage. Je veux dire, avant, en tant que mage, vous pouviez enchanter l'âme de quelqu'un, mais vous ne pouviez pas lui donner vos boules de feu, vos rivières de lave. Mais Alchimie permettait de le faire. Donc ça faisait que les personnages qui avaient énormément de ressources pouvaient pratiquement faire tout ce qu'ils veulent parce que ben, ils peuvent faire une quantité innombrable de pyrophores qui sera automatiquement la solution à tous leurs problèmes. Puis là, ben, vous donnez plein de pyrophores, par exemple, à des gens qui ont plein de camouflage ou des guerriers qui ont plein de vigueur. Puis ben, ces gens-là deviennent des machines pratiquement intuables qui peuvent tuer un groupe là, en un instant. Quelle est notre solution à ça? C'est-à-dire de refaire l'alchimie de sorte que ça demande moins d'investissement en termes de temps, mais surtout en termes de points d'expérience. Okay? Maintenant, la force de tes potions, c'est ton nombre de sélections d'alchimie, ce qui fait que tu peux faire de l'alchimie et faire autre chose de ton personnage. Tu peux faire un guerrier qui investit 85 points d'expérience dans l'alchimie, tu peux te faire un mage qui prend 2-3 sélections d'alchimie pour être capable de faire des potions de régénération de points de magie. Tu peux faire un voleur qui se fait de l'alchimie pour aller chercher du venin ou quelque chose qui lui permet de mieux se camoufler, etc. Okay? Maintenant, l'alchimie devient un catalyste de ce que tu sais déjà faire, plutôt là, que de te donner des capacités que tu n'as pas. Okay? Donc, ça améliore ce que tu sais faire sans le faire à ta place. Par exemple, avant, il y avait le sérum de vérité, qui te permettait de, justement de faire l'équivalent d'un interrogatoire sur une personne. Le problème, c'est que pourquoi monter son interrogatoire quand tu peux juste monter ton alchimie qui te donne interrogatoire en plus d'un paquet d'autres potions. Donc maintenant, par exemple, pour éviter ça, le sérum de vérité améliore les interrogatoires que tu vas faire sur la cible du sérum sans te donner une connaissance, une capacité que tu n'avais pas à la base. Bon, finalement, comme j'ai déjà mentionné, on réorganise les sphères de magie pour mieux les spécifier et surtout donc réduire la versatilité de celles qui sont trop versatiles et augmenter la versatilité de celles qui ne l'étaient pas assez. Autre chose à savoir, les pistolets ont été retirés du système, tout simplement parce qu'on ne voulait pas aucune arme de jet, ou du moins aucune arme qui implique de ne pas réellement avoir à toucher son adversaire. Par exemple, le problème avec les pistolets, c'est que tu avais des gens qui tiraient. On ne sait pas trop où ils tiraient. Ils lançaient un chiffre en l'air, genre 8 critiques. Mais vu qu'il n'y avait aucune balle réelle qui partait, on ne savait pas trop c'était qui la cible. Là, des fois, les gens se mettaient à coller des tasses pour annoncer que la personne là-bas avait reçu une balle de pistolet. Concrètement, tu pouvais tirer dans le ciel en disant 8 critiques pour annoncer que la personne 10 pieds devant toi a reçu une balle de fusil, etc. C'était pas très, très réaliste comme façon de fonctionner. Donc, toute arme, dans ce cas-ci, les pistolets, qui implique de toucher sa cible sans réellement avoir à la toucher, ont été retirés du système. Et il va y avoir une section, une refonte de la section équipement qui va la rendre un petit peu plus user-friendly qu'avant. Entre autres, les prix de vente vont être affichés plutôt que les prix de cost, de sorte qu'avant, les gens lisaient la section équipement, vous voyez qu'une épée longue, ça coûtait 50 florins, ils se rendaient à l'auberge, ils apprenaient que c'est 350, il restait un peu bête. Pourquoi? C'est parce que dans la section équipement, il n'y avait non pas le prix de vente, mais le prix de cost. Puis en plus de ça, les marchands souvent ajoutaient une prime sur le prix de vente, ce qui faisait que tu pouvais doubler ou tripler le prix qui était écrit dans le manuel. Puis bref, les gens ne comprenaient rien puis ils restaient bêtes. Donc on va réorganiser et simplifier la section équipement pour qu'elle soit plus user-friendly. Ça couvre les changements importants qu'on a fait. Il y a un nombre innombrable de changements que je n'ai pas explicitement mentionnés. Allez lire le manuel. On espère que vous allez l'apprécier. Voilà, c'était Sébastien. J'ai terminé. Au revoir.